Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité. Lundi, vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, GMT, week-end de la nativité, particulièrement dramatique sur nos axes routiers. La nationale numéro 4, Yaoundé-Bafoussam et principalement, le tronçon d'Ikinimeki-Bafia aura été le plus meurtrier. Une collision entre un bus de transport interurbain en provenance de Koutaba circulant dans le sens Bafia-Yaoundé et un camion circulant en sens inverse au lieu dit pont de Nomalé. Là, fait état d'un bilan officiel de 35 morts et 18 blessés graves. Alors que l'émotion n'a pas fini de gagner les esprits, les sempiternelles interrogations sur les responsabilités sur ce énième drame sur nos principaux axes routiers est remise au goût du jour. Qui est le principal responsable? Comment éviter qu'à l'avenir, sur nos axes routiers soient assimilés, que nos axes routiers soient assimilés à des axes accidentogènes. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du lundi présentée par Cédric Nouffelé tout de suite après le débrief du journal. Et tout de suite et maintenant, le fait du jour. Accident mortel sur nos routes, comment s'en sortir? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Fautine Zodjo. Bonsoir Fautine. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes. Permettez-moi de souhaiter bon courage aux familles des victimes de ce drame et d'implorer la miséricorde, d'accorder un instant de paix à l'âme de tous ces innocents disparus. Mais permettez également que j'adresse mes salutations et mes encouragements aux prisonniers politiques des marches du 22 septembre et les prisonniers aussi des marches précédentes. Je pense au vice-président Mamadou Mota, je pense à Olivier Bibounissak, le professeur Alain Foguet et autres, et surtout à ces centaines de personnes gardées dans nos prisons et ceux qui ont subi des actes de torture dans les commissariats et qui sont en prison aujourd'hui avec des blessures. Je les adresse mes salutations et bon courage. Le jour va finir par se lever et je leur dis que nous attendons qu'on lance la prochaine étape du plan national des résistances parce que nous devons également nous mobiliser davantage contre ces injustices et ces tortures dont le peuple camerounais aujourd'hui est victime. Voilà, merci. À côté de vous, Serge Gauthier-Onanina. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je me permets de saluer toutes les populations du Mbam et Inoubou, département qui vient d'accueillir cette hécatombe funeste qui a endeuillé le Cameroun une fois de plus. Je voudrais en profiter au nom du peuple uni pour la rénovation sociale pour rendre hommage à ces 50 familles parce qu'il y a environ 35 morts officiels et plus de 18 blessés dans les hôpitaux. Donc on ne sait pas, tous on suppose que c'est plus d'une cinquantaine de familles. Je voudrais saluer particulièrement les populations de Ndiki-Meneki qui se sont retrouvées au forceps en train de subir une situation brutale comme celle-là à laquelle ils n'étaient pas habitués. Quand j'ai fini de le dire et de le faire, je salue maintenant les populations de PK8 à PK14, c'est ma zone, celle d'Union Ekele, notamment des Eka et enfin de Bokito. Voilà, Isidore Okaï, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bienvenue, vous êtes expert en sécurité routière. Oui, exact. Je vous remercie déjà de m'avoir invité et également je profite de l'occasion pour saluer toutes les populations de Ndiki-Meneki et ceux qui ont participé au sauvetage et au secours de ces blessés de l'accident de Nomalé. Parce que vous savez, nous sommes en fin d'année et il est prévu également de pouvoir éviter les accidents sur nos routes.
en ces temps de fête qui est également un moment très difficile. Donc, pour le moment, je n'ai pas grand-chose. Nous allons rentrer. C'est pourquoi vous êtes là, on en parle tout à l'heure dans l'émission. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, Raphaël Ndougou. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, c'est Jalon autour. Je voudrais profiter de cette occasion, si vous le voulez bien, comme vous avez bien voulu que je sois le dernier à prendre la parole, que si nous pouvons observer même 30 secondes ou 1 minute de silence à la mémoire de ces Camerounais qui sont tombés dans l'hécatombe de Nomalé, avec votre permission. Merci beaucoup, c'est Alotou, et bonsoir à tous les Camerounais. Voilà. Isidore Kaye, on va dire comme ça, un autre drame. Exactement. Nos axes routiers. Oui. Et on avance toujours le chiffre. Parce que d'après le renseignement, d'après ce qui sort des forces, ceux qui ont donné l'information au niveau de la gendarmerie, on parle des conséquences, hein, c'est-à-dire beaucoup plus humaines. Oui. On avance très souvent le chiffre de 80% de causes humaines. Oui. Les accidents. Les facteurs causes d'accidents sont généralement les facteurs humains. Oui. Chiffrés à près de 71%. Parce que l'infrastructure et le facteur mécanique représente un pourcentage très faible. Le facteur humain, l'homme est au centre des accidents de la route. Donc pour cela, il est primordial de recenser les causes. Parce que s'il faut voir les causes endogènes et les causes réelles. Pas à pas, Isidore. Oui. Quand vous dites l'homme ici, c'est quoi? Le chauffeur. Vous Oui. le citez, hein? Oui. Le chauffeur. Oui. Le chauffeur. La prévention routière. Le chauffeur, la prévention routière. Oui. S'il faut voir côté mécanique, c'est également l'homme qui doit s'occuper à entretenir Au le niveau des véhicule. visites techniques. Oui, également. Oui. Si c'est pour l'infrastructure, c'est également l'homme qui doit s'occuper de l'entretien de l'infrastructure routière. De nos routes. Oui. Faire ça. Bon, maintenant, pour les causes d'accidents, sur les facteurs réels. Les facteurs réels peuvent être cités. Par exemple, la vitesse, l'alcool, Oui. qui est le deuxième facteur cause des accidents, derrière la vitesse. Nous avons la fatigue. Pour ce cas-ci, hein, on a parlé d'imprudence et excès de vitesse. Excès de Selon vitesse, le premier rapport. l'excès de vitesse forces peut de être maintien de l'ordre. associé ainsi que la fatigue. Oui. Mais il n'est pas exclu un autre Vous phénomène. parlez de fatigue, on va revenir sur la Oui. fatigue tout à l'heure. Mais il n'est En pas cette exclu un période. autre phénomène qu'on peut parler de la métaphysique. Ah, déjà? Oui, nous sommes en Afrique. Tout est permis. Il est possible que vous ayez un accident au cours d'un voyage sans qu'on ne voie l'obstacle sur lequel, l'obstacle qui vous a poussé à faire soit fausse route pour prendre soit le dévers ou le décor. Voilà. Faustin Zodjo, ce qui arrive à Andy Kinimeki, c'était prévisible. Vous empruntez souvent cet axe? Oui, souvent quand je vais de Baussam pour Yaoundé, il faut dire que la route... Dites-nous, quel est l'état de la route? Bon, On va faire appel à un natif du coin. Hein. Serge Oui, Gauthier va nous dire exactement. Dites-nous d'abord l'état de cette route. Cette nationale numéro 4. Quand même Tonga jusqu'à Yaoundé. En principe, l'état de la route s'est amélioré. Oui. Du moins pour ce qui est des nids de poules, ce problème a été en une grande partie déjà résolu Oui. sur ce tronçon. Maintenant, l'étroitesse de la route continue toujours à être évoquée. Bon, je ne pense pas qu'ici il faut seulement questionner l'état de la route. Parce que, non, c'est un élément. Oui, parce que on va parler des autres. Moi, je me dis que les usagers, à un moment donné, devraient être conscients
du fait que nous n'avons pas de route déjà. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'habitude de prendre cet acte-là doit déjà être conscient que nous n'avons pas de route. Mais en face de cette personne, avec même la conscience, tu peux faire face à une autre personne qui n'a pas l'habitude de prendre la route et qui n'est même pas consciente de son inconscience. Alors, ça fait que généralement, les accidents parfois ne sont pas toujours causés par ceux qui font tonneau, qui tombent dans le ravin, mais parfois c'est causé par un facteur exogène qui est un autre usager, qui fait un dérapage, un mauvais dépassement, ainsi de suite. Et lorsque ça était peut-être mon cas, en 2019, et je dis, quand on revient sur ces accidents, pour moi, alors également, il ne faut pas toujours questionner seulement les accidents parce que les gens ne meurent pas seulement parce qu'il y a accident. J'aime souvent le préciser. Les gens meurent généralement après l'accident. Les gens meurent parfois après l'accident. Les gens meurent 15, 30 minutes, 1 heure de temps parfois après l'accident parce qu'il n'y a pas d'assistance, parce qu'il y a très peu d'informations. Pour le cas de Diki, par exemple, l'accident aurait eu lieu aux environs de 3h30, 4h du matin. Et jusqu'à 7h, 8h, on était encore en train de vouloir détruire l'engin pour sortir les victimes ainsi que d'autres rescapés. Ça témoigne du fait que s'il y a quelqu'un qui était coincé à cette heure-là, même s'il avait 10% de chance de survivre, il ne pouvait pas survivre dans ces conditions-là durant 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on a une infrastructure en défaillance, lorsqu'on sait qu'on a une route assez étroite, lorsqu'on sait qu'on est en période de fête, et que les conducteurs peuvent être fatigués, les usagers peuvent traverser la route à tout bout, sous l'effet d'alcool et autres. Et l'important de multiplier les mesures de sécurité et de secours, d'assistance, de mesurer, d'augmenter les pôles d'information et de communication sur nos axes routiers, parce que ça revient généralement au mois de décembre, surtout en cette période de fête, au point où à un moment donné, les gens se sont même dit qu'il s'agit des pratiques de sorcellerie en cette période. Mais pour moi, il n'en est pas. C'est juste une question de fatigue, d'imprudence, du fait que les gens sont assez pressés parce qu'ils veulent arriver fêter ou parce qu'ils sont partis en retard à cause de la fête. Donc cet accident, pour moi, on devrait être surpris si on traversait ces fêtes sans avoir de tels drames, parce qu'il faut rappeler que nous avons toujours eu des drames dans des années antérieures et cela doit nous interpeller pour les années à venir sur les conditions, les précautions que nous devons prendre pour que cela n'arrive pas. Mais disons que les gens ne meurent pas seulement parce qu'il y a accident. Mon cas, par exemple, en 2019, était un cas, je dirais, école et témoin. J'ai fait l'accident au niveau de Konsamba. Il était 11h parce qu'il y a un monsieur qui venait au sens opposé. Il a fait un dérapage et moi, en l'esquivant, je me suis retrouvé au champ, j'ai fait tonneau. Mais figurez-vous, je suis arrivé à l'hôpital régional de l'hôpital central de Konsamba à 11h30 après être transporté par un bienfaiteur qui était de passage avec les autres victimes. Et j'y suis resté de 11h jusqu'à 16h parce que je n'avais pas 90 000 francs pour déplacer l'ambulance en direction de l'hôpital régional de Baossam ou de l'hôpital La Quintini de Douala. Alors imaginez, de 11h à 16h... C'est vous qui devez payer? Ça, c'est moi qui devais payer les 90 000 francs. C'est la somme qu'on m'avait demandé. J'avais proposé jusqu'à 40 000 francs. On a dit, bon, ce sont les consignes. Le directeur n'est pas là. En fait, si vous avez cette somme, on va déplacer. Bon, vous voyez, l'hôpital a un plateau technique très faible. Il y avait le scanner à faire, il y avait la radio à faire, il y avait beaucoup de choses à faire qu'on ne peut pas faire dans cet hôpital. Et si il me restait que 15% de chance de vivre, j'allais mourir en Konsamba. Et les gens allaient dire, Fautine Zonzou est mort de suite d'un accident sur la route. Alors qu'en fait, ce n'est pas l'accident qui est la cause principale de ma mort, mais la cause est humaine, parce qu'il y a des hommes qui ont refusé de faire leur travail, comme l'expert le disait tout à l'heure. Dans aux environs de 16 heures, c'est un ami qui allait louer une voiture avec le peu d'argent que j'avais en poche, donc 30 000 francs, pour me conduire à l'hôpital régional de Baossam.
Ici, là où j'ai fait le scanner, j'ai reçu les soins et les autres victimes. Et ces cas sont récurrents sur nos axes routiers. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a accident, le bilan grandit très rapidement. S'il y a accident à 9h du matin, on a 10 morts. Et à 17h, on nous parlera de 40 morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 9h et 17h pour que les gens meurent? Il y a des hémorragies internes, il faut rapidement diagnostiquer. Il y a du saignement de sang qu'il faut stopper. Il y a des gens qui ont eu des traumatismes qu'il faut assister. On n'a pas tout ça. Alors, quand on va de Fumban pour Yaoundé, il n'y a pas un hôpital, entre guillemets, des références en route. Pourtant, c'est une route où on est habitué aux accidents, donc les hôpitaux qui sont sur ces routes-là devraient être dotés des capacités de recevoir 100 victimes des accidents. Parce que les accidents, c'est tous les jours. C'est parce que peut-être ici, on a eu une trentaine de morts du coup. Mais pour ceux qui voyagent tous les jours, vous savez qu'il est impossible de faire le tronçon Baoussam, Yaoundé, Douala, Yaoundé et d'autres axes du Cameroun sans voir 3, 4, 5, 10 voitures qui ont fait tonneau et que les gens ont perdu des vies sous anonymat sans qu'on ne communique. Okay. Donc je pense que une fois de plus, cet accident nous interpelle sur l'ensemble des responsabilités humaines. Donc, nous sommes responsables parce qu'on ne va pas toujours accuser la voiture, parce qu'on ne va pas toujours accuser les infrastructures. Justement. Voilà. Serge Gauthier Onanena, d'abord, vous êtes d'accord avec Isidore Kaye et Faustin Zodjo? L'homme est au centre de tout ça. En partie. En partie ben, oui. Il est au centre. Surtout, prenez, Faustin a dit un élément après l'accident même. Oui, ben, oui. Les négligences humaines, ça continue. Je suis d'accord, ça c'est ce qu'on appelle, c'est dans les secours, la continuité à partir dans mais le là, système de sauvetage. On va toujours mettre dans le bilan, hein, le bilan. Bien entendu, parce que ceux qui font l'expertise dans les accidents disent que, il l'a dit, 70% sont des causes humaines, 20% sont des défaillances liées au véhicule et 10% sont des défaillances liées à l'état de la route. Dans les 70% dont liés à la défaillance humaine, il n'y a pas que le lieu, le théâtre de l'accident qui peut être un lieu de défaillance. Il peut avoir le prolongement de la prise en charge de l'accidenté. C'est ce qu'il dit. Et on sait que notre système de santé n'a pas toute la logistique nécessaire. Il n'y a pas eu suffisamment de planification dessus. Bien qu'on soit en train de préparer une canne. Là maintenant, les hôpitaux de référence sont un à Yaoundé, l'autre à Bafoussa, mais au milieu, là, au centre, entre les deux, nous sommes à pratiquement 400 km, il n'y a pas un lieu qui pourrait d'abord prendre secourir de façon très rapide et express les accidentés pour pouvoir les sauver ou au moins les maintenir dans une situation stable le temps que de meilleurs professionnels puissent les prendre en charge. Vous savez que moi, j'ai la manie des chiffres. Oui. Au Cameroun, il y a 16 000 accidents par an d'après les études de l'ONU. Et 1200 tués. Mais pour qu'on ne dise pas que c'est l'ONU, j'ai préféré m'appuyer sur l'étude d'un cabinet camerounais qui est connu, c'est le Bureau d'analyse des accidents de la circulation, qui dit qu'au Cameroun, nous avons donc 1200 tués, 6000 blessés par an, 9 tués sur 1000 personnes qui font un accident, ce qui n'est pas petit. 9 tués sur 1000, nous sommes 25 millions. Si on commence à diviser, ça va faire un pourcentage inquiétant. Et nous avons 4 tués sur 10 accidents. Ça veut dire que si il y a 10 cas sur une route, 4 personnes sont tuées dans les 10 cas. Ce qui est déjà préoccupant. Maintenant, quels sont les problèmes? Pourquoi l'accident existe-t-il? On a parlé des différences humaines, on a parlé des différences de la route, on a parlé des différences de matériel. Moi, j'ai fait un petit exercice d'intelligence. Première des choses, si on prend les différences matérielles, c'est une agence de voyage et face à un camion. Première question, quel est l'état du véhicule dans l'agence de voyage? Est-ce que, parce que l'agence de voyage porte des vies, 30 personnes, 40 personnes, 70 personnes. Est-ce que le système de maintenance est efficace ou permanent? Cela est valable en même temps, à la fois pour l'agence de voyage que pour le camion.
Quand on va même plus loin, est-ce qu'il a un bon système de freinage? Est-ce que les pneus sont de qualité? Le trafic se fait dans la nuit. Est-ce que il vous est déjà arrivé d'emprunter des véhicules dont la luminosité, c'est-à-dire que les phares, l'éclairage est faible? Est-ce que l'éclairage est de qualité? Il y a cela. On reste dans les causes matérielles. Pour les pouvoirs publics, et c'est eux, les pouvoirs publics, qui doivent veiller derrière les agences pour que cela soit vérifiable à travers, non seulement à partir de l'agence elle-même, mais dans le système de ce qu'on appelle la prévention routière tout à l'heure. Est-ce que sur la route, il y a une signalisation? Et pour le cas de la route de l'axe Yaoundé-Bafoussam, où il y a des travaux, il n'y a pas encore de matérialisation routière. Et dans la nuit, ça peut prêter à confusion parce qu'il n'y a pas de ligne qui permet au conducteur, je préfère le conducteur que le chauffeur, parce que le chauffeur, c'est quelqu'un qui chauffe, le conducteur, c'est quelqu'un qui doit vous amener à bon port, qui ne donne pas la possibilité au conducteur de bien vérifier. Serge Alain, au-delà de la route Yaoundé-Bafoussam, prenez celle Douala-Yaoundé. Au Cameroun, on connaît quand la signalisation commence. Vous voulez pas prendre Douala-Bafoussam? En fait, quand je prends Douala-Banga, quand je prends ça, je veux dire que là, c'est un cas, mais il faut généraliser. Au Cameroun, de façon générale, on connaît quand la signalisation commence. On ne sait jamais quand ça se termine. Cas pratique. Vous prenez un véhicule, on vous dit 60, vous voyez le panneau de 60. Vous ne voyez jamais la fin de 60 ou de 80. Vous avez déjà vu ça un jour, vous êtes chauffeur. Ce sont des choses simples. C'est-à-dire qui permettent aussi de savoir à la personne qui conduit que ici, j'ai commencé à limiter ou bien je dois accélérer et comme on me demande de réduire, ainsi de suite. Il n'y a pas cela. La signalisation commence et ne s'achève jamais. Ce sont là les causes matérielles. Maintenant, les causes humaines. Est-ce que le chauffeur était fatigué? Parce que dans les agences et même dans les camions, est-ce qu'on lui a donné la possibilité de se reposer ou bien on a été dans le calcul du bénéfice en période de fête? C'est aussi là, cette capacité à mettre au centre de sa personne l'être humain et non pas la part du gain. Est-ce que ce chauffeur était lucide ou en état d'ivresse? Un des deux, puisqu'il conduisait dans la nuit. Est-ce qu'ils étaient lucides ou en état d'ivresse? Est-ce que quand quelqu'un est un chauffeur, est-ce que celui-là maîtrisait le trajet, que ce soit le chauffeur du camion ou de l'agence? Est-ce que c'est un habitué du trajet ou un novice? Est-ce qu'il a mal apprécié le dépassement? Si c'est un dépassement qu'il a fait. Le camion qui était là, était-il stationné ou en mouvement? Et s'il était stationné, est-ce que le chauffeur du camion a pris la peine de signaler aux usagers qui continueront à emprunter la route, et ça se fait, on le voit sur les axes. Certains ne signalent pas le danger, ils ne signalent pas que leurs camions sont, dès que ça tombe en panne, les bons messieurs partent. Est-ce qu'il a pris la peine de signaler que lui, il est en panne et que son véhicule étant stationné, il est à un mauvais endroit et il faudrait qu'on se méfie? Donc, il y a autant de causes aujourd'hui. Okay. Mais tout cela ne peut à la fois être mis sur le coup de l'homme seul. Même si on dit que la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. C'est-à-dire qu'on en appelle à notre conscience individuelle, personnelle, que ce soit celle des chauffeurs, que ce soit celle des usagers qui doivent rappeler aux chauffeurs un certain nombre de choses, que ce soit celle de leurs employeurs. Mais ça doit être surtout la responsabilité des pouvoirs publics, qui, si ils avaient mis tous les mécanismes de contrôle, de suivi, on n'en serait pas là. Voilà, on va revenir sur la prévention. Raphaël Ndougou, on va rester sur ce cliché. Ils ont parlé de la période de fête. On va revenir. Est-ce que lorsque l'accident se produit, si on est parti de Koutaba, on peut se retrouver en Dikinmeki à cette heure-là? On va faire ce petit calcul. Raphaël Ndougou, justement, cette période de fête, prenons ce cliché. Affluence dans les agences. On est d'accord? Il y a la pression, les gens veulent voyager à tout prix. Et qu'est-ce qu'il fait, le promoteur de l'agence? Il met les bus à la disposition des chauffeurs. Il leur dit, bon, vous partez, vous revenez, vous portez des clients. Parce qu'il y a affluence, tout le monde veut voyager. Est-ce que le chauffeur a le temps de se reposer? Et ce n'est malhonnête pour moi de ne pas reconnaître ce que les compagnies ont relevé comme vérité. Et j'ai envie de dire de manière globale, tous coupables.
Tous coupables, pourquoi? Parce que vous prenez un pan de la culpabilité pour me poser la question. Et je vais vous répondre par cela, par rapport à ça. Nous avons proposé autrefois, lorsque nous n'étions pas encore ici à Douala, et nous étions alors leader d'opinion, pour que les téléspectateurs sachent que ce n'est pas la télévision Equinox qui nous fait ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons l'habitude de le faire. Nous avons proposé qu'il y ait des séances de recyclage, des séances de formation des chauffeurs dans les agences de voyage. Et que le ministère des Transports veille pour se rassurer que ceux qui conduisent les Camerounais ont un salaire au moins conséquent du nombre de passagers qu'ils transportent au quotidien. Vous ne pouvez pas transporter 69 personnes et vous avez un salaire de moins de 100 000 francs. Alors que sur les axes, nous connaissons combien ça coûte pour partir de Yaoundé, pour Koutaba et même Fumban. On sait combien ça coûte et on sait ce qu'un transporteur conduit. Raphaël Edougou. Oui. Pour revenir à ce qu'a dit Faustin Zodjou, on peut bien payer les chauffeurs, ils sont bien payés. Et comme a dit Serge Gauthier, est-ce que le chauffeur du camion en matière a fait comprendre qu'il avait un souci si le camion était garé? Votre chauffeur, le chauffeur de l'agence peut être bien payé, la voiture peut être en bon état et tout, mais il y a l'autre côté, il faut tenir compte de l'autre aussi. L'autre véhicule. Je vous ai Donc dit... la faute, ce n'est pas seulement les agences de voyage. J'ai pris le premier pan qui est la gestion des hommes qui travaillent dans les agences de voyage. Oui. Et je vous disais que c'était un pan. Parce que tous coupables, on va y arriver. Oui. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a que les petits amis peuvent prendre dans les quartiers parce qu'ils ont ouvert des agences de voyage et n'ont pas la formation adéquate. Maintenant, il est possible que, comme ils ont l'habitude avec la routine, on peut quand même les former. C'était à l'époque du ministre Abelo Margari. Et il a commencé par le faire. C'est-à-dire que renforcer les capacités des chauffeurs dans les agences de voyage et se rassurer que, au moins, et cela ne se passe pas seulement pour le ministère des Transports, ça se passe également pour la CNPS qui doit veiller qu'on affilie les travailleurs des agences de voyage à la CNPS, etc. Maintenant, pour ce qui concerne simplement la question que vous me posez, le camion, j'ai dit tous coupables. La période de fête. Est-ce que le chauffeur était à son premier voyage? C'est pour ça que je vous ai dit la pression. Voilà. La pression des voyageurs. La pression que les chefs d'agence... Le promoteur dit, voilà, oui. Justement, il y a cette pression... Tu reviens... Et vous faites aller-retour. Pourtant, vous avez déjà fait 700 km, ce qui n'est pas normal. Oui. Donc, je vous ai dit que la pression, qui veille pour que cette pression n'existe plus. Et le chauffeur accepte pourquoi? Parce qu'il estime qu'un client peut descendre à Ombessa, peut descendre à Bafia, peut descendre à Ndi Kinemeki et peut transporter notre passager et ça va rentrer dans sa poche. Donc, du coup, il accepte. Raphaël Ndougou, qui fabrique les bancs de touche dans le bus? Ce sont des... C'est le promoteur ou bien les chauffeurs? Ce sont des chauffeurs qui le font. Qui fabriquent les bancs de touche. Oui. Mais maintenant, il y a... Le promoteur n'est pas au courant, il ne sait pas qu'il y a des bancs de touche. Ça là donc, c'est une question primordiale parce qu'il faut revenir sur ce que Serge Gauthier a dit. Il vous a dit qu'il faut contrôler. C'est pour ça que je vous ai dit que quand j'ai dit tous coupables, il y a au moins le fait que si on veille en période de fête, comment est-ce qu'on gère le personnel qui conduit les Camerounais au quotidien? Et on ne doit même pas attendre la période de fête pour y veiller. Parce que nous savons que dans les agences de voyage, il y a un souci de mauvaise gestion. Tout comme dans les entreprises certainement privées où on ne gère pas très bien le personnel. Mais concentrons-nous sur les agences de voyage. Posons-nous la question. Pour partir de Yaoundé, pour Koutaba et Fumban, on paye combien? Donc l'homme qui touche moins de 100 000 est en train de conduire combien dans sa voiture? Donc je ne voudrais pas qu'on rentre dans les bancs de touche, mais je sais une chose, c'est que le chauffeur accepte. Mais il faut... Comment vous voulez éviter les bancs de touche? Le chauffeur accepte pourquoi? Parce qu'il sait. Il n'y a pas de sécurité quand on est sur un banc de touche. Pas du tout, malheureusement. Mais sauf que si on doit même continuer dans ce sens, la prévention routière a échoué. Voilà. La prévention routière a échoué où, c'est ce que vous avez noté tout à l'heure, lorsque vous avez quelqu'un qui a un appareil photo
et vous démontre que vous avez circulé à plus de 60 km/h et vous n'avez pas la limitation, la fin de la limitation de vitesse, il y a un problème. Or, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand nous descendons des véhicules de transport public avec les cartes d'identité en main? Est-ce qu'on se rassure? Personne ne se rassure de rien. Mais moi, je n'ai pas envie de m'arrêter là. Je vous disais simplement que voici une cause. La seconde cause, lorsque nous transportons les véhicules ou nous les achetons de l'autre côté, ces véhicules venant ici sont véritablement en bon état. Que ce que nous voyons rouler au quotidien. Pourtant, il y a ce qu'on appelle les stations de visite technique. Parce que quand on va vous raconter l'histoire du genre, il y avait un camion stationné et qu'il n'y avait même pas la matérialisation horizontale. C'est un problème. Bien que ces routes soient en chantier, ça veut dire que quand le bitume est déjà passé, on doit tout faire pour matérialiser. Surtout qu'elle est fréquentée. Nous avons vu une vidéo ici entre Dédé et Puma où une voiture est totalement tombée dans une rivière pour la simple raison que le chantier a été abandonné. Ça veut dire que je tombe directement pour démontrer que lorsqu'il y a des chantiers qui sont octroyés aux sociétés, il y a le cahier de charges qui va avec. Quand la route est encore en chantier, ça doit pouvoir être signalé aux usagers de la route. C'est tout cela que je dis que tous coupables, parce que il y a des causes humaines, mais il y a aussi la cause étatique, ce qui nous gouverne. Vous ne pouvez pas vous rendre compte quand vous prenez la route, nuitamment, Douala, Yaoundé, avec des chantiers abandonnés. Et ces chantiers abandonnés-là, on n'a même pas balisé pour que l'automobiliste qui n'a pas l'habitude d'y circuler, qui sort peut-être de Bafoussam et qui va s'y rendre à Yaoundé. Du coup, la voiture va se retrouver dans la rivière. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que chacun à son niveau doit pouvoir faire son travail pour qu'on se retrouve quand même dans un pays où on est à l'aise de circuler. Monsieur Fauting a dit ce qui est vrai. Lorsque vous êtes victime d'un accident de la circulation sur nos axes routiers, j'ai vu un jour notre goléado offrir deux ambulances. C'est une bonne chose. Mais il faut construire des hôpitaux sur nos différents axes routiers. Des hôpitaux de référence. Il ne faut pas être d'un parti politique quelconque pour le reconnaître. Parce que ce qu'il dit est vrai. Ça dit que vous pouvez mourir parce que personne ne peut vous venir en aide. Mais sauf que ce que nous retenons souvent, c'est que quand vous êtes victime, on vient vous fouiller les poches dans les différentes villes ou alors sur les axes routiers. Pourtant, vous mourrez. Vous avez présenté un monsieur ici qui est habitant international. Il est aujourd'hui handicapé. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de prise en charge. Donc si je vous ai dit que tous coupables, c'est parce que l'État, ceux qui nous gouvernent, ne tiennent pas compte du fait qu'il peut avoir un accident. Madame Foning qui était du LDPC, n'est-elle pas décédée dans ces conditions? Vous n'avez pas vu le professeur Conchou accidenté dans les mêmes conditions? Vous pensez que c'est une affaire qui laisse quelqu'un parce qu'il est d'un parti politique ou l'autre? Malheureusement, monsieur Otou, là où vous me voyez là, je n'ai pas besoin de parler ici d'un parti politique. Je voudrais que ces gens se réveillent quand même. Se réveillent quand on vous donne le portefeuille des travaux routiers. Autrefois, il existait le ministère des Travaux publics et des Transports. C'était jumelé. D'où vient-il qu'on les en fait comme ils veulent? Et les gens se comportent comme ils veulent et on ne sanctionne pas. Il faut sanctionner. Ce n'est pas les agents de voirie qu'il faut sanctionner. Il faut bien que le Premier ministre prenne ça sur lui pour démontrer que ici, il y a eu des manquements. Lorsque vous avez quand même la signalisation horizontale, que les fonds qu'on prélève dans les affaires de prévention routière, le vol qui existe là, les fonds là vont où? Est-ce qu'il faut que ce soit Honorable Jean-Michel Nietzsche pour se lever et parler de ça? Ça doit être une préoccupation de tous les honorables députés de l'Assemblée nationale. Jean-Michel Nietzsche, c'est le seul député au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que ça devait être une préoccupation de tous. Parce que ces 25 000 qu'on paye au quotidien sur les axes routiers, ça va où? Les 179 autres députés, qu'est-ce qu'ils font? Mais justement, c'est la question que nous posons donc ce soir. Pour dire que ce n'est pas une affaire d'un député X ou Y de tel parti politique. Nous disons qu'on paye au quotidien lorsque vous avez circulé à plus de 60 km/h. Mais au moins, vous payez, on vous donne un reçu, on ne suit pas. Qui suit cela? Cet argent-là va où?
entre tous les jours, les gens décèdent dans nos axes routiers. Ça fait très mal au cœur. Merci, on va se calmer. Oui, rapidement, voting. J'ai une question pour vous. Allez-y, rapidement. Oui, voilà. Isidore Kaye, justement, il y en a qui pensent que ministère des Transports et Gendarmerie, c'est-à-dire promotion, prévention routière, font beaucoup plus dans la répression que dans la prévention. Vous empruntez souvent les axes et vous tous vous connaissez que les gendarmes parfois se cachent dans des... Oui, ça c'est... Pour frapper ceux qui vont, ils vont un peu trop vite là. Pourquoi se cacher? C'est une pathologie parce que la répression ne peut pas apporter un changement sur la mentalité de nos usagers de la route. La répression ne peut rien apporter. C'est inutile de jouer au camouflage pour placer un radar à l'inconnu après un panneau qui est dans les buissons. Oui, ça doit être... tout le monde doit voir le radar. Il est dit, selon les normes. Oui. La route, les usagers doivent être informés de la présence du radar sur le long du trajet. Ceci permet de dissuader et d'amener les usagers à respecter la signalisation. Pourquoi nous on cache alors nos radars? Pourquoi? C'est pour arnaquer. Puisque vous payez 25 000 francs, beaucoup de personnes bien nantis préfèrent en sortant de chez eux mettre 25 000 de côté pour rouler plus vite et payer et s'en débarrasser après. Mais par contre, il y a des usagers véreux qui ne payent rien, surtout les transporteurs clandestins. Ils sont déjà en connivence avec ces équipes de prévention, que ce soit je ne sais pas d'où, de la route, qu'ils vont donner quelques billets et puis passent inaperçus. Et c'est eux qui, plus loin, va causer l'accident. Moi, je voulais revenir sur un sujet dont nous n'avons pas parlé précisément, concernant l'accident sur la route nationale numéro 4. Ici, c'est question d'infrastructure. Cette route est en cours de réhabilitation depuis 2 ans. Il faut déjà rappeler que c'est un projet sur le président Aïdjo qui a été mise en circulation sous le président les premières années. Oui, cette route a été mise en circulation il y a de cela environ 35 ans. Oui. Mais notez bien que une portion du tronçon de cette route vit encore bien en bon état jusqu'aujourd'hui. De Pont de Bebda jusqu'à Yaoundé, elle a été faite par Cogefa. Et il y a encore les traces de Cogefa au Cameroun. Ça fait 36 ans que cette portion de route existe sans nid de poule. Vous allez sur la provinciale 15, le tronçon Bafang-Baganti. C'est également fait par Cogefa. Cette route est intacte. Mais s'il faut revenir sur la réhabilitation actuelle, qu'est-ce qu'on fait? Elle respecte les normes en matière des routes, dites routes nationales. Oui. Ce qu'il faut noter, c'est qu'après le bitumage d'une route, on ne peut pas faire recours immédiatement à la pose de la signalisation horizontale. Mais par contre, on peut préconiser une signalisation temporaire. Parce que la signalisation horizontale définitive se fait 2 mois après, quand le bitume est passé. Parce qu'il y a un moment, il y a un temps pour que le bitume prenne corps afin qu'on vienne passer la signalisation horizontale. Maintenant, ce qui suit également, c'est qu'au même moment, la signalisation verticale pouvait être également posée. Mais signalisation verticale temporaire, puisque la route est en chantier. Mais je reviens encore à dire, la route n'a pas de problème d'étroitesse. Cette route respecte les normes en matière de route dite nationale. Le problème des causes d'accidents sur une route, c'est l'incivisme. Une route n'a jamais demandé à un usager de faire le dépassement au sommet de côte dans les virages, ni dans des zones d'ombre, en principe pour dire. Maintenant, quand vous prenez le cas de figure des routes, s'il faut partir de Bekoko-Banjul sur la RN5, cette route vraiment est défectueuse. Mais reste sur la délimitation de dimensionnement. Maintenant, le problème, c'est l'entretien de cette route dépend maintenant de la direction de l'entretien de la protection du patrimoine routier. C'est logé au ministère des Travaux publics. C'est leur rôle. Si sur la RN
5, nous avons vu poser ces derniers temps des nouveaux panneaux de signalisation. Cela relève également du ministère des Travaux publics, mais de la direction des infrastructures, des équipements de sécurité routière. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour nos routes? C'est qu'il faut qu'on s'intéresse aux questions des normes. Est-ce que les équipements de sécurité routière qu'on pose sur nos routes respectent les normes? Ça, c'est l'une des questions fondamentales. 2 fois, moi et Pyramide Prévention, nous avons organisé 2 séminaires sur Yaoundé en 2017 et 2018 sur les questions de normes en équipement de sécurité routière. Voyez-vous, Cogefa a conçu une route, la provinciale 17, le tronçon Tchang-Carrefour-Bamangom, la provinciale 15, le tronçon Bafan-Baganté, et une portion de la RN4, c'est-à-dire de Tonga à Banjul, et celui de Bebda à Yaoundé. Mais quand vous allez sur la P15, vous trouvez encore des panneaux de signalisation qui donnent encore leur dernière énergie. Mais ce sont des panneaux fantômes. Ils sont morts il y a 36 ans. La durée de vie d'un panneau normal, c'est 18 ans maximum. Parce que la durée de vie minimale, c'est 12 ans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À cause de la corruption, nous voyons des panneaux qui ne tiennent que le temps de leur vie. 2 mois, 3 mois. Pourtant, les panneaux de signalisation permettent à la route de communiquer avec nous, les usagers. Mais quand nous allons dépenser l'argent du contribuable pour acheter des panneaux qui ne respectent pas les normes, parce qu'on veut des pots de vin, et quand vous voulez questionner un haut cadre du ministère, il vous dit, les panneaux que vous faites promotion, marquage NF, c'est les panneaux français. On n'a pas besoin, on veut le Made in Cameroun. Mais personnellement, je veux un Made in Cameroun, mais qui respecte les normes, qui doit tenir longtemps sur une route. Mais la norme française n'est pas seulement utilisée par la France. L'Italie également fabrique les panneaux marquage NF. L'Espagne également. Si aujourd'hui, le CEN, la Commission européenne des normes, veut généraliser à ce que l'ensemble des États de l'Union européenne doivent produire des panneaux, mais sous marquage CE. Okay. Et il faut bien relever que dans le cahier de charges techniques de différents marchés au Cameroun, il est mentionné, surtout en ce qui est de la signalisation des équipements de sécurité routière, d'utiliser le marquage NF et le marquage CE. Mais le problème qui fait que les entreprises n'utilisent pas des panneaux normés. S'il faut prendre quelques exemples, il y en a certains qui utilisent, mais beaucoup contournent. Beaucoup plus les Chinois contournent. Et pourquoi? Parce que la mission de contrôle, généralement, est toujours liée avec l'entreprise. Maintenant, c'est ça qui a fait défaut au niveau de Dikinimeki? Non, Dikinimeki est encore en chantier. Moi, je voulais comme ça un problème général. Oui, voilà. On va rester sur Dikinimeki. Faut-il nous autres? Je disais que il y a un problème de responsabilité globale, certes, comme le dit Raphaël, mais sur l'échelle des responsabilités, il y a le gouvernement. Il faut toujours le noter. Il y a un article de notre Code civil qui dit qu'on est responsable non seulement des actes que nous posons nous-mêmes, mais aussi des actes que posent ceux qui sont sous notre responsabilité. C'est les législateurs qui le disent, c'est pas moi. Ça veut dire que lorsque nous savons qu'un cas peut partir de Douala pour Yaoundé, prévu pour 55 places avec 65 personnes et arriver après avoir traversé une vingtaine de contrôles de police, il y a problème. Le problème ici, c'est d'abord la corruption généralisée qu'il faut dénoncer. Ça, c'est le premier problème. Lorsque nous parcourons les villes du Cameroun et que nous voyons des voitures qui n'ont plus de pots de phare, de feu stop et même de pare-brise, mais qui ont pourtant une visite technique et qui présentent cette visite technique aux autorités pour passer les contrôles, il y a problème. Le problème ici aussi, c'est la responsabilité, pas seulement des entreprises chargées d'octroyer, d'effectuer des visites techniques et d'octroyer l'autorisation de circuler, mais aussi et surtout de ceux qui ne sanctionnent pas ces entreprises-là. Lorsque nous savons que partir de Douala jusqu'à Bafoussam, vous allez traverser
3 stations parfois de prévention routière qui sont des préventions fantômes. Fantômes pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas se cacher derrière les arbres pour guetter les fautifs et les demander de payer 25 000 francs. Ça veut dire que, en fait, la limitation de vitesse n'est pas le souci. Parce que si de 6 h du matin à 17 h, tout le monde respecte les normes de circulation, la prévention va dormir étant mal à l'aise. Parce que les gens n'auront pas payé. Ça pose un autre problème, celui de l'organisation d'une entreprise d'escroquerie. Ce qu'on appelle les services de contrôle routier, qui sont souvent en gilet jaune, bon, pas les gilets jaunes de Paris, eux aussi sont chargés de vérifier si nous avons les boîtes à pharmacie, les câbles de remorquage, ainsi de suite. Sauf que, à leur création, nous avait dit qu'ils avaient plus une mission sensibilisatrice qu'une mission répressive. Mais ceux-là aussi n'ont jamais dit aux gens ce qu'ils devraient exactement avoir. Ils se rassurent seulement si la boîte à pharmacie n'a pas de coton pour qu'on te cite la contravention. Merci. On va revenir, on va revenir après le journal, cher monsieur Gauthier et Raphaël Ndougou. Parce que dans un instant, ce sera le 20h. Il est déjà là. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Sarah, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de l'ambiance, de la situation socio-politique et sécuritaire en Centrafrique au lendemain de l'élection présidentielle. Les premiers dépouillements effectués jusqu'ici donnent le président Faustin Archange Touadéra en tête des premières tendances, mais il faut rester prudent. Nous ferons le point sur l'état d'esprit des Centrafricains au lendemain de cette élection présidentielle et la réaction du gouvernement de ce pays d'Afrique centrale. Et au Cameroun, des réactions continuent à être enregistrées après la tragédie survenue sur l'axe Fumban-Dikimineki. Ce sont des leaders politiques qui expriment leur compassion aux familles durement éprouvées et des experts en stratégie de sécurisation, de sécurité routière qui critiquent le gouvernement sur l'absence d'une cohérence dans la stratégie de lutte et de prévention contre les accidents routiers au Cameroun. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Vous le savez, c'est la dernière semaine de l'année 2020, occasion de faire le bilan sur les actualités phares de l'année 2020. C'est essentiellement la crise sanitaire. Comment le Cameroun a-t-il fait face à cette pandémie dont les premiers cas avaient été enregistrés en mars 2020? Cette gestion a-t-elle été à la hauteur des attentes? Vous suivrez les réactions à la fois des acteurs politiques, et également le point que nous ferons dans le cadre de la rétrospective 2020 dans le journal de 20h. C'est Alain. Voilà, dans un instant donc, ce sera le 20h de Cédric Noufélé, puis dans une trentaine de minutes, Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Fossin Jodou, Serge Gauthier, Onanina, Raphaël Ndougou, Isidore Kaye, Fonkou, voilà, il est là, l'expert en sécurité routière. Quant à moi, je vous dis, bonne dégustation du 20h, le 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal. Raphaël Ndougou, tout de suite. Tara qui arrive dans la ville de Douala avant Bouya et Limbe, mercredi, susciter l'engouement et l'adhésion autour du championnat d'Afrique des Nations. C'est une bonne publicité, rappeler aux Camerounais qu'on s'apprête à accueillir une grande compétition. Non, Tara, d'abord, dans ma langue maternelle, ça signifie tout simplement papa. Donc, je suis juste une chose, c'est que quand Tara passe à Douala, quand Tara passera à Douala, certainement qu'il laissera une bonne nouvelle. Il est possible qu'après le passage de Tara, que le Tara national passe également par Douala. Ah, le Tara national va passer par Douala. Je vous dis que si Tara passe demain à Douala ou après-demain, il n'est pas exclu que le Tara national, le papa national, fasse un tour ici à Douala. Peut-être pour inaugurer le stade déjà pour moi, qui sait. Voilà, Serge Gauthier Onanina, pour vous, cette mascotte qui fait le tour, comme on a dit, susciter l'engouement et l'adhésion autour de ce championnat d'Afrique des Nations.
que le Cameroun va accueillir en mi-janvier. Oui, parce qu'il faut faire la différence entre ce qui concerne les gouvernants et le Cameroun en tant que république. Nous sommes là dans ce qu'on appelle le national branding, c'est-à-dire l'image de marque d'un pays par rapport à un événement. Et c'est une image de marque que nous vendons aux autres. Maintenant, à l'intérieur, on peut ne pas être d'accord sur comment cela a été organisé ou pas. C'est un autre débat. Pour l'instant, l'événement est là. Ce sur quoi je voudrais attirer l'attention des organisateurs de ces événements et de ces activités, c'est qu'ils payent les jeunes. Ils payent les jeunes qui sont en train de travailler là. Parce que très souvent, que se passe-t-il? On mobilise la jeunesse, on défalque des budgets. Et puis, au bout du compte, les gars n'ont pas les sommes qui ont été préalablement indiquées. Donc, vous mobilisez les gens, ils sont en mission, ils perdent des journées, respectez la parole donnée, parce qu'il n'y a pas que vous qui avez des problèmes d'argent. Ces jeunes se sacrifient pour ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est pour sortir de là, c'est que c'est bon le folklore, mais il faut savoir qu'une compétition, c'est beaucoup d'autres éléments. Notamment, il n'y a pas que les stades, les routes, les hôpitaux, le côté hôtelier. Et j'espère que quand ils vont arriver demain sur Douala, ils ne vont pas entrer dans un nid de poule. Parce que si vous faites cette route Douala-Yaoundé, vous allez vous rendre, je ne sais pas si c'est un nid de poule ou un nid d'éléphant, prudence avant d'arriver pour qu'il n'y ait pas d'hécatombe, respecter la limitation de vitesse. Voilà, il souhaite que Tara ne rentre pas dans les nids de poule de Douala. Effectivement, pour le cas de Douala, les nids de poules ont été bougés de part et d'autre, mais il existe toujours. Donc, pour la venue de Tara demain, je ne peux que dire que... Et il va passer par où pour aller à Bounam Sadi voir le stade d'entraînement? Non, mais... Il va passer par Pont Bonabassem? Il peut passer même par Bépanda. Pourquoi il doit aller passer là-bas? Mais puisque si la route au niveau de Bonabassem est en travaux, mais il y a le chemin de Bépanda et même celui de Makepe ou d'Akwano, pourquoi pas? Okay. Donc c'est un choix. Et puis Tara vient à Douala par rapport à la fête du sport. Donc c'est l'image de marque du Cameroun qu'on vend, comme a dit notre paléniste, Serge Gauthier, oui. Donc je ne peux que m'en réjouir et m'en féliciter. Faustine Zodjou, Tara qui a Douala. Vous allez le voir demain, Faustine? Moi, personnellement, je ne vais pas le voir. Pourquoi vous avez un problème avec Tara? Non, pour moi, ça fait pas... C'est insignifiant de voir les problèmes que les Camerounais ont. Je me demande comment Tara va faire. Déjà, pour arriver à Douala, si Tara va emprunter quel bus, passer sur quelle route, et arriver dans la ville, si Tara va bousculer les Beskineurs, il y aura un cortège pour laisser Tara passer. On a tellement de problèmes. Non, ils aiment bien ça, hein, les conducteurs de moto. Les conducteurs de moto, ils vont suivre peut-être Tara jusqu'au stade. Mais je me demande, comment cette image de marque sera véritablement vendue lorsque nous savons que pour ce qui est d'accueil d'une compétition, de manière sincère, les choses n'ont pas véritablement été faites. Nous ne sommes pas sortis de la logique de la CAN avortée de 2019 en termes d'infrastructures hôtelières, de routes, et ainsi de suite. Mais bon, chez nous, on aime bien faire beaucoup de propagande parce que peut-être... Non, mais la CAF dit que le Cameroun a même d'accueillir la compétition. Oui. Il y a des choses qu'on peut même le dire parce que à force d'insister dessus, ça finit par faire honte. Nous sommes tous Camerounais. Il y a le stade de Japoma. La route qui mène à ce stade-là est encore jusqu'à présent en chantier parce qu'on peut pas compter sur la route de Niala. Elle est véritablement étroite et la route qui passe par Passy, il y a ça. Je suis passé encore là hier, elle est encore en chantier alors que le chantier a été abandonné pendant plusieurs mois. Donc j'espère peut-être que Tara avant d'arriver demain qu'on aura opéré un miracle pour nous libérer des bouchons qui se trouvent au carrefour Harry, au carrefour Yassa et qu'à l'axe où Bonabassem, si on a déjà payé le fort prix d'engager un chantier à la fin d'année, lors des fêtes, peut-être Tara passera aussi là-bas et avant que Tara n'arrive, que cette nuit, on aura également réglé ce problème-là. Je souhaite que la compétition se joue chez nous, c'est bien. Il y a beaucoup de manquements, on peut le dire. Mais que la compétition se joue, si ça
peut nous permettre de digérer un peu tous les problèmes que nous avons, de festoyer un peu. Sauf qu'après la compétition, la réalité est là, la crise anglophone est là, les difficultés sont là, les coupures d'énergie sont là, les accidents de route sont là. Et moi, je ne suis pas de ceux qui inscrivent le peuple dans un déluge continuel de distraction et de manipulation. J'ai toujours considéré que le sport n'est pas au-dessus du savoir, même si le sport est important. À un moment donné, il faut s'intéresser d'abord à l'essentiel. On arrive au sport lorsqu'on a déjà pu régler les problèmes de base d'une société. Ok, merci. Raphaël Ndougo, vous voulez nous amener, nous entraîner sur un autre plan. Comment comprendre tout ce qui nous arrive? Il a parlé de la métaphysique tout à l'heure, vous nous amenez dans le spirituel, c'est ça? Oui, traditionnel? Totalement traditionnel. Alors, le peuple Bamoun est un peuple véritablement qui vit dans la tradition en plein. Oui. Mais quand vous voyez des événements de ce peuple-là, ou de la ville de Fumban, vous devez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez vu que la porte d'entrée de cette ville a été incendiée, c'est pas tout, avait pris feu, on va le dire comme ça, et qu'en ce moment, le sultan, dans son communiqué, parle justement de... Parce qu'ils étaient en train de réhabiliter pour inaugurer, je crois, le 3 janvier. Permettez que je lise le communiqué Très bien. qui vient. Suite au grave accident de circulation survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre 2020 sur l'axe Fumban-Yaoundé, qui a lourdement endeuillé la communauté Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombondjoya, sultan roi des Bamoun, profondément affligé, suspend les travaux de réhabilitation de la porte d'entrée pendant 2 jours et renvoie son inauguration initialement prévue le 3 janvier à une date ultérieure. Très bien. Sans que de... Si vous n'avez plus besoin de me renvoyer le micro, si vous voulez la parole, parce que vous avez déjà tout dit, je voudrais vous expliquer que un peuple sans histoire, un peuple sans tradition, pour paraphraser Alain Foucault, est un peuple sans histoire. C'est un peuple sans âme, autant pour moi. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a des événements comme celui qu'on a vécu là, on doit pouvoir s'interroger. Première chose, deux bus d'une même agence au même endroit. Même si ce n'est pas le nombre de morts, mais 2 bus d'une même agence dans le même endroit, c'est un problème. Vous avez vu les derniers événements liés à Madame Ndamzoya, qui est maire de ce côté-là. Trop de problèmes ces derniers temps. À un moment donné, lorsque on est un peuple bantou de la forêt, on doit pouvoir s'interroger. Est-ce qu'il n'y a pas eu des manquements dans ce sens de la tradition? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Et qu'est-ce qu'il y a eu de faire lorsqu'un peuple perd ses enfants, comme ce fut le cas hier? On doit pouvoir s'interroger, est-ce que ça vient de nous ou c'est la volonté de Dieu? Mais ici, tel que nous l'avons vécu, je n'ai pas l'impression que ce soit la volonté de Dieu. Donc j'invite le peuple Bamoun à se revoir, du moins à s'asseoir sur la même table. Peu importe les casquettes politiques des uns des autres, c'est le peuple Bamoun qui souffre dans sa chair dans ce qui s'est passé sur l'axe Lou, Yaoundé, Bafoussam. Donc, c'est le traditionnaliste qui parle maintenant, rien à voir avec la politique. Je pense que on sait que ce peuple-là est rattaché à sa tradition et que la porte d'entrée, comme vous venez de l'indiquer, la porte d'entrée a pris feu. Tous ici sur la table, nous avons beaucoup de respect pour nos traditions. Monsieur Footing est habillé en tenue traditionnelle, la para, et même mon voisin de droite est justement habillé en tenue traditionnelle. Peut-être que Gauthier et moi, nous sommes habillés à la tenue des autres. Ça veut donc dire quoi? Pas ça veut peut-être, dire... pas peut-être. Oui, nous sommes habillés, et vous aussi, nous sommes habillés à la tenue des autres, et ils sont restés traditionnalistes. Et je voudrais qu'on évoque cet aspect traditionnel de la question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le peuple, ou alors chez le peuple Bamoun? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de résoudre le problème? Parce qu'il faut que le peuple Bamoun puisse s'asseoir sur la même table, discuter. Nous avons vu beaucoup de choses ces derniers temps. Mais lorsque la porte d'entrée, ça veut dire qu'il y a un souci. Et il me semble que de ce côté, beaucoup ont évoqué cet aspect des choses, démontrant qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans ce peuple-là. Je n'y dis pas, mais sauf que nous avons quand même suivi ça et là ce que les uns et les autres ont dit. Donc je crois que ça n'engage que moi ce que je dis.
il faut que ce peuple-là, qui est resté longtemps attaché à sa tradition, maintenant, est-ce qu'ici il y a des échauffourées entre le sultan et même les hommes politiques, on peut d'abord taire le côté politique et s'asseoir pour discuter des questions de tradition. Parce que lorsque nous ne parlons pas de notre tradition, alors on aura toujours des problèmes dans nos communautés. On peut laisser la politique d'un côté, la tradition avant la politique. La tradition, nous sommes nés avec. Ok. Serge Gauthier, on en est là, sur cette situation, vous voulez intervenir sur ce qui s'est passé en Dikinimeki. Oui, je voudrais d'abord commencer par compléter une information parce que dans le journal, on a évoqué les positions, les avis des hommes politiques. On n'a pas évoqué celui du PURS. Le premier secrétaire, Serge Espoir Matomba, a fait 2 sorties là-dessus. C'est consultable sur sa page Facebook, hier et aujourd'hui. Donc vous êtes là pour... allez-y donc. Il était important que cela soit clairement indiqué. Maintenant, je voudrais interpeller les 16 entreprises qui placent les dos d'âne, qui les installent au-delà des populations et qui ont... Quand on installe les dos d'âne, on doit les annoncer avant. Très souvent, vous avez une signalisation qui est à quelques mètres des dos d'âne ou à quelques centimètres des dos d'âne, alors qu'on doit vous prévenir. Si vous êtes à 80 à l'heure et que votre système de freinage, vous n'aviez pas prévu, vous avez bien vérifié le véhicule et que peut-être il y a un incident, vous faites comment? Il y a des voitures qui ont fait tonneau là-dessus et c'est important de le rappeler parce que le mécanisme des dos d'âne est devenu une habitude aujourd'hui dans notre pays. Je voudrais également évoquer les forces de maintien de l'ordre qui font les contrôles routiers. Oui, les cartes nationales d'identité pour des questions de sécurité nationale. Oui, permis de conduire, pièce du véhicule. Mais très souvent, il y a eu un problème concernant, on n'a pas insisté sur l'état du véhicule et même la qualité du permis du chauffeur. Est-ce qu'il a la catégorie est respectée? Ok, ouais, on va revenir quelques minutes. Parce qu'il est déjà là, Sylvestre. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans un instant, 100% foot. Bonsoir Serge Alain et merci de nous passer la parole pour la 44e édition de 100% foot de cette année. C'est la dernière édition de l'année 2020. Elle aura été chargée rétrospective. Ce soir, nous reviendrons sur la disparition des grandes figures du monde du football durant cette année. Stéphane Tato, Mbom Ephraim, Diego Armando Maradona, Pape Diouf. Nous parlerons aussi du CHAN dont le coup d'envoi sera donné dans une vingtaine de jours. En ce moment, le stade du Japoma, au moment où nous sommes en plateau, est en train d'être inauguré par les Lions A-Prime qui affrontent l'équipe de UMS de Loum. Le stade du Japoma, vous le savez, va abriter l'une des poules de ce CHAN. Le CHAN qui, sur le plan des infrastructures, sera sans doute une belle fête du football. Maintenant, sur le plan périphérique, infrastructures routières et autres, on est en train de voir que dans la ville de Douala, certains artères sont en train de recevoir un coup de neuf. On le fait peut-être à la va-vite, on verra ce que ça donnera d'ici le 16 janvier prochain. Retrouve ce soir avec nos invités en plateau, dont l'ancien lion indomptable Paul Bauken qui sera avec nous et Jean-Jacques Bihic, le frère cadet de l'autre qui est analyste sportif, Serge Alain. Voilà, dans un instant donc, ce sera après Equinox Soir, 100% foot avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Vous terminez votre propos rapidement. Donc, il y avait cette question donc, des forces de maintien de l'ordre qui doivent non seulement ils doivent vérifier l'état des véhicules, ils doivent procéder à l'alcotest, mais ils doivent même entrer à l'intérieur des véhicules sensibilisés. Parce que très souvent aussi les passagers sont impatients. Ils n'ont pas le courage de dire notre chauffeur là, il roule très vite et parce qu'ils veulent arriver à bon port. Sauf que le voyage peut se terminer en coup de route et que le gendarme ou le policier peut lui dire, ben écoutez, sans avoir besoin de le verbaliser, vos passagers se plaignent de ce que vous mettez exagérément la pédale sur l'accélérateur. Nous devons donc, avant d'arriver à cette phase de répression et de ces cachettes, c'est-à-dire, on parlait de ces radars qui imitent les films américains et qui ne respectent aucune norme, véritablement commencer à sensibiliser. Si on prend tous les jours entre Douala et Yaoundé, on dit tous les cas de transport vont avoir 5 minutes de causerie. Ça va se faire, c'est possible. On peut même prendre une dizaine de personnes. Vous voyez, pour prendre un exemple, pour aider ces gouvernants. Quand vous voyagez, il y a un monsieur dans un bus ordinaire, il y a un monsieur qui entre pour vous rabâcher les oreilles sur des produits sanitaires que vous ne voulez pas, dont vous n'en voulez pas. Il n'est plus qu'un agrégé de médecine. Si on prend une quinzaine
de personnes qui sont formées et dont on leur dit d'entrer dans le véhicule, dans 10 bus, et qu'ils vont descendre à une destination, prennent les autres en retour, vous pouvez vous imaginer en 3 mois l'impact que ça pourrait avoir, non seulement sur les passagers qui comprendraient la nécessité en 5, 10 minutes ou 20 de voyager dans certaines conditions, mais également le chauffeur qui écoute cela. Donc, quand on va arriver à la phase des propositions, je compléterai. Voilà, rapidement, vous, Isidore. Oui, concernant les mesures, comme il a réitéré, et ce que j'ai suivi au journal pour mon collègue Martial, je dirais encore la répression, c'est-à-dire les sanctions, ne vont jamais réduire. Non, parlez-nous du cas des chauffeurs. Là. Vous avez dit qu'il y a eu un test par rapport à la vue. Oui. Il y a de cela au temps du ministre Mebengo au transport. Le directeur des transports Mbamon avait organisé un test de vue à 1000 chauffeurs camerounais. 1000 chauffeurs camerounais. 1000 chauffeurs camerounais. Et résultat? Les résultats étaient catastrophiques. 90% des conducteurs ont un problème de vue. C'était catastrophique. Donc c'est des... Vous faites peur là? Oui. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous appelez Mbamon, il vous dira parce que le test a été fait sur 1000 chauffeurs au Cameroun. Et sur les 1000, 90% avaient un problème de vue. Et s'il faut rentrer dans le cas de l'accident qui s'est passé à Nomalé, il faut aussi regarder ces aspects. La vue? Oui. Parce que la conduite de nuit déjà est difficile. Et si on a un problème de vue, il faut s'attendre à tout. Ok. Oui, il faut s'attendre à tout. Et pour terminer, comme je le disais, pour la sanction ne peut pas éradiquer les accidents de la route. Il faut procéder à l'éducation routière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère devrait mettre sur pied l'enseignement à la sécurité routière avant l'examen de conduire. Parce que plus souvent, à l'auto-école, on enseigne plutôt la conduite, mais on n'enseigne pas sur la sécurité routière. C'est-à-dire, s'il faut résumer, l'impact d'un choc, c'est-à-dire de la masse corporelle dans le véhicule, lors d'un choc à 60 km, le corps devient projectile. Le poids peut être multiplié par 8, par 10. Ça dépend de l'impact du choc. Et si vous n'êtes pas attaché par les équipements de bord, comme la ceinture de sécurité, je pense que c'est la mort assurée. Ok, voilà, rapidement. Faut-il 30 secondes, on sort de l'émission? Oui, je vais dire, nous nous sommes beaucoup étalés sur le sujet, mais je serais tout désolé de dire, nous parlons aux gens qui ne comprennent pas. Pour moi, ça c'est ma ferme conviction. Je fais difficilement les propositions parce que les propositions ne sont jamais prises en compte dans ce pays. Pour moi, la seule et unique solution, c'est que les Camerounais s'activent davantage pour que nous puissions changer le leadership à la tête de notre pays. Parce que tant que les mêmes gens qui ont créé les problèmes sont aux affaires, ils ne peuvent pas trouver des solutions. Ces problèmes d'accidents de route et autres ne sont pas nouveaux au Cameroun. Ne faisons pas comme si ça venait de commencer. Les indemnisations, on les détourne. On vole lorsqu'il y a accident, on détourne les indemnisations, les milliers des écoles, on a volé, on vole les sacs de riz, on vole tout. Donc nous parlons aux gens qui sont autistes. Ok, merci Faustine toujours d'être venu. Merci Serge Gauthier Onanina. Merci à vous Raphaël Ledougou. Merci c'est tout. Merci Isidore Foucault. Merci Serge, je profite pour saluer les populations de Bépanda et mon petit frère Donatien Nyeko à Bonabérindogo. Bépanda, voilà pourquoi vous voulez à tout prix que Tara passe par Bépanda. Hein? Mais bien sûr, okay, ouais, on a compris, merci. Voilà, on a compris. Voilà, oui, Tara sera là. Madame, monsieur, on arrive au terme de cette édition et qui nous soit rendez-vous demain, 19h. Bonsoir, Koutaba. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.